Bonjour à tous, bonjour, ravi de vous accueillir sur ce nouveau webinaire. Hem, ravi de vous accueillir et de vous accueillir, de plus en plus, nombreux. Donc déjà pour confirmer, est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit message sur le chat pour me dire si le son et l'image sont OK? OK, super, ça marche. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de stats sur le churn. On est ravis, vous êtes à peu près 300 personnes inscrites sur ce webinaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois. Donc, ça nous fait très plaisir. Vous vous connectez à chaque fois de là où vous êtes. Il y a toujours pas mal de pays qui sont représentés. Donc, aujourd'hui, on va parler de 10 stats méconnues sur le churn. Donc, on espère que vous allez apprendre plein de choses. Dans le meilleur des cas, 10 choses nouvelles. Mais en tout cas, je suis à peu près sûr que dans ce qu'on va vous présenter, il y a des choses que vous ne saviez pas sur le churn. Donc, normalement, ça devrait être plein de chiffres intéressants que je vais vous partager. Et je dis ça en étant d'autant plus à l'aise que c'est pas des chiffres qui viennent de Scalin. Donc voilà, en fait, j'ai eu la chance à un moment de tomber sur une étude, qui est une étude qui a été faite par ChurnRx, qui est une boîte US qui fait pas mal d'études et qui livre pas mal de stats sur le churn. Ils sont assez présents sur LinkedIn. Peut-être que vous avez, des fois, certains d'entre vous, vous avez peut-être vu passer certains de leurs posts ou des posts que nous, il nous est arrivé de relayer aussi. Donc, en tout cas, si vous voulez accéder à la donnée source, vous pouvez télécharger ce rapport de ChurnRx. Je vous ai mis le lien sur la slide. Vous avez aussi un petit QR code qui vous permet d'accéder au formulaire et de télécharger directement cette étude. Et donc, c'est dans cette étude que j'ai trouvé 10 chiffres qui m'ont interpellé sur le churn et que je vais vous présenter. Euh, Juste une petite chose, donc ChurnRx, je disais, fait des stats, c'est leur métier sur le churn. Les chiffres qui sont présentés, donc selon les chiffres, sont pas toujours basés sur les mêmes échantillons, mais globalement, c'est des échantillons qui sont, voilà, comme vous voyez à l'écran, entre 50 000 et 150 000 clients qui ont servi à bâtir ces stats. Donc c'est des bases de données qui sont énormes et donc des chiffres qui sont suffisamment représentatifs. Et donc, ils ont fait deux choses. Ils ont fait des analyses par cohorte. Vous verrez, ce sera plus clair quand vous verrez les graphiques. Et ils ont fait des analyses en Half-Life. Pareil, quand je vous présenterai le premier graphique sur ça, je vous expliquerai aussi ce qu'est la Half-Life et comment vous pouvez interpréter ça. Donc voilà, en tout cas, je vous encourage à télécharger ce rapport. Et pour rentrer du coup dans le vif du sujet, je vous propose qu'on démarre par le premier chiffre. Peut-être juste avant, deux, trois éléments. Si vous avez des questions, il y a un module en bas à droite de votre écran où vous pouvez poser vos questions. Donc ça permet de les avoir, c'est plus facile que dans le chat. Donc n'hésitez pas. Soit je les prendrai sur une stat si ça a un rapport, soit je les garderai pour la fin en fonction de la question. Voilà. Et évidemment, si c'est des questions d'ordre strictement méthodologique, j'aurai peut-être pas non plus toutes les réponses de tous les détails, mais en tout cas, je ferai de mon mieux pour vous répondre. Je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. C'est toujours pénible, les webinaires, il faut attendre 35 minutes avant qu'on commence à effleurer le sujet. Donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on commence par le premier chiffre, qui est l'impact du NPS sur le churn. En fait, il y a une espèce de pensée populaire, j'allais dire, qui est de considérer que un client qui a un bon NPS est un client qui ne churn pas, et qu'un client qui vous renverrait ou vous attribuerait des mauvais scores NPS serait un client à risque. Ça, c'est totalement faux. Nous, ça fait longtemps qu'on a cette conviction, mais maintenant, on a des chiffres qui permettent de l'attester. En fait, vous voyez que là, le niveau de churn, donc c'est les notes que vous voyez de 1 à 10, ont quasiment aucune corrélation avec la durée de vie d'un client derrière. Donc, pour le dire autrement, aujourd'hui, le NPS, on ne dit pas que c'est une métrique à jeter en l'air,
mais c'est une métrique qui ne permet pas de prédire le churn et donc il ne faut pas l'utiliser comme métrique pour prédire le churn. Et ça, pourtant, c'est quelque chose qu'on voit encore beaucoup, c'est-à-dire que dans les scores de santé, nous, on est spécialisé aussi dans les scores de santé. Dans les scores de santé, souvent, les clients, les prospects veulent mettre du NPS ou des résultats NPS pour identifier et calculer un score de santé. Aujourd'hui, on peut dire, chiffre à l'appui, que c'est pas une bonne pratique de faire ça. Il n'y a pas de corrélation entre les deux. Voilà. Le churn, le NPS, pardon, ça reste une métrique qui est une métrique utile, notamment qui est très utile pour mettre en place des espèces de baromètres de satisfaction, voir si vous arrivez d'une année sur l'autre à toujours satisfaire aussi bien vos clients. C'est une métrique qui est intéressante pour voir si vous avez eu des changements dans votre stratégie, sur votre produit, dans votre gestion du service client, de voir quel impact ça a sur la satisfaction moyenne de vos clients. Donc, on ne dit pas que c'est à mettre à la poubelle. En tout cas, c'est une métrique qui n'est pas utile pour prédire votre churn. Côté scaling, pour dire juste 2 mots sur ça, nous, on a cette conviction depuis le début que le NPS n'est pas synonyme de churn, en tout cas n'est pas corrélé. Nous, on utilise plutôt une techno. Alors, ceux qui nous suivent en ont peut-être déjà entendu parler, parce qu'on en parle sur LinkedIn et sur le blog régulièrement, qui est une techno d'analyse de sentiments. Et ça permet d'analyser en fait toutes les conversations écrites que vous avez avec des clients, quand vous échangez des mails avec quand vos clients vous écrivent des mails à vous, quand ils écrivent au support, etc. Nous, ça nous paraît plus intéressant d'analyser le contenu de ce qui est dit, l'état d'esprit du client quand il vous écrit, que d'utiliser des NPS pour prédire ce churn. Deuxième stat, c'est l'atteinte de résultats et le churn. Donc là, en fait, ce qui a été analysé, c'est est-ce que les clients, selon qu'ils atteignent des résultats supérieurs aux attentes, conformes aux attentes ou des résultats minimaux, qui ont été qualifiés de minimaux dans l'étude, quelle est leur propension derrière à churner? En fait, ce qui est, vous me direz, c'est assez logique. Là, ce qu'on voit très nettement, c'est que ceux qui ont des résultats supérieurs ont un churn qui est inférieur. Donc, globalement, la courbe verte qu'on voit au-dessus est au-dessus de toutes les autres courbes. Et donc, ça, c'est assez logique. Plus meilleurs sont les résultats, moins les clients churn derrière. Donc, jusque-là, pas de surprise. Si on regarde quand même dans le détail, donc toujours sur cette même métrique, mais mesurée de façon différente, on voit que ce qu'on appelle la half-life de ceux qui ont des résultats minimaux versus ceux qui ont des résultats supérieurs, globalement, est 4 fois inférieur. Donc, ceux qui ont des résultats minimaux ont des résultats 4 fois inférieurs, un churn 4 fois une durée de vie 4 fois inférieure à ceux qui ont des résultats supérieurs à ce qui était attendu. La half-life, qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre exactement cette mesure, ça veut dire que pour les résultats minimaux, au bout de 29 mois, il y a la moitié de la cohorte qui s'était désinscrit, qui avait churn, alors que pour ceux qui ont un résultat supérieur à la moyenne, il a fallu 116 mois pour que la moitié de la cohorte se soit désinscrite. C'est comme ça qu'il faut comprendre la notion de half-life. C'est une espèce de durée de vie médiane d'une cohorte. Voilà. Je l'explique parce que c'est une notion dont on a déjà parlé une fois ou deux dans nos webinars, mais qui n'est pas une notion hyper courante et surtout dont on parle, j'ai l'impression, pas beaucoup en France et qui est peut-être un petit peu plus répandue aux US. En tout cas, l'interprétation globale est celle-ci. Donc, ok, pas de surprise. Meilleurs les résultats sont, moins on a de churn derrière. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'en fait, que les résultats soient bons ou pas, l'étude nous montre qu'en fait, il est toujours préférable de mesurer les résultats d'un client, c'est-à-dire que des clients qui ont des résultats mesurés ont toujours un churn qui est inférieur à des clients et aux cohortes dont on ne mesure pas le churn, dont on ne mesure pas les résultats, pardon. Donc, ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que même quand les résultats sont pas extraordinaires, c'est toujours mieux de les mesurer, de les partager avec le client, de le challenger pour voir comment est-ce que finalement on va
pouvoir améliorer ses résultats, quel plan d'action on met en œuvre pour pouvoir améliorer ses résultats, que des résultats qui ne seraient pas mesurés. Donc ça, d'un point de vue Customer Success, c'est un enseignement qui est intéressant, c'est-à-dire que vous avez toujours intérêt plutôt à aller challenger vos clients y compris des clients qui ont des résultats qui ne sont pas mauvais, voilà, vous avez plutôt intérêt à essayer de les challenger plutôt que d'essayer de faire comme si de rien s'était passé, de minimiser les contacts parce que vous n'êtes pas très fier de ce qui se passe, etc. Donc n'hésitez pas, mesurez, challengez vos clients, etc. Vous aurez toujours des résultats plus positifs en faisant ça et un impact positif sur votre churn. Troisième métrique qui m'a semblé intéressante, c'est la corrélation entre le nombre de tickets ouverts au support et le churn. Ça, c'est pareil, c'est assez profondément ancré quand même dans les esprits, où très souvent, en tout cas, nous, on a des questions sur le fait de dire, voilà, bah, moi, j'aimerais que le fait qu'un client ouvre beaucoup de tickets au support fasse baisser son score de santé, etc. Là encore, chiffre à l'appui, on voit que un client qui ouvre des tickets a une durée de vie plus longue qu'un client qui n'ouvre jamais de tickets. Ça, c'est quelque chose, pareil, c'est une conviction qu'on a depuis un certain temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un client qui ouvre des tickets, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Évidemment, c'est un client qui peut à un moment avoir des problèmes, qui peut rencontrer des soucis sur votre produit. Éventuellement, ça peut même être des bugs ou des choses comme ça. Mais en fait, qu'est-ce que ça montre? Surtout, ça montre que c'est une personne, un client ou un utilisateur qui cherche finalement à avancer, qui attend des réponses à des problématiques et qui en fait cherche à faire quelque chose avec votre produit, versus celui qui en fait ne fait rien ou baisse les bras au premier problème qui lui arrive, n'écrit pas au support, ne vous sollicite pas et finalement du coup n'arrive pas à résoudre ses problèmes et qui sera demain un churner en puissance. Donc ça c'est très important de, je pense, désamorcer ça dans les esprits, c'est-à-dire que un client qui ouvre des tickets, c'est pas du tout un mauvais signal. C'est en tout cas pas mathématiquement comme ça qu'il faut le prendre. C'est pour ça que nous, pareil, je parlais tout à l'heure du côté analyse de sentiments. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de nous dire, OK, un client qui parle à son CSM, c'est forcément positif, et un client qui parle au support, c'est forcément négatif. En fait, il faut faire abstraction de ça. C'est pas le fait qu'il vous adresse des retours via le support ou via le CSM qui va nous dire si c'est positif ou pas. Et là encore, cette techno d'analyse de sentiments que j'évoquais tout à l'heure est intéressante. Peu importe le canal sur lequel le client vous écrit, ce qui est important, c'est de savoir de quoi il est en train de vous parler. Et est-ce qu'il est en train de se plaindre et est-ce qu'à chaque fois qu'il vous écrit, c'est pour se plaindre, c'est parce qu'il rencontre des problèmes, etc. Ou est-ce que finalement, c'est parce qu'il a un usage qui est relativement avancé sur la plateforme, qui veut aller plus loin, que du coup, il a plein de questions, etc. Moi, ça m'est arrivé sur certaines solutions d'être cet utilisateur qui sollicite tout le temps le support parce qu'en fait, on connaît tellement bien la solution qu'il y a certaines de nos questions auxquelles on ne trouvera pas la réponse dans la documentation technique. On est obligé de contacter le support, niveau 1, niveau 2, etc. Voilà. Donc, en tout cas, ce n'est pas le nombre de tickets qui fait qu'un client churn. Évidemment, si à chaque fois qu'il vous écrit, que ce soit au support ou autre chose, parce qu'il a des problèmes, que votre solution marche pas, on est bien d'accord que ça se terminera probablement par un churn. En tout cas, le fait que ce soit le canal support, le fait que le client ouvre des tickets, montre finalement plutôt de l'engagement, l'envie d'y aller, que une problématique particulière, ou en tout cas une intention potentielle de churn. Donc ça, c'est toujours pareil sur cette notion de half-life. Voilà, un client qui fait jamais de demande au support est un churner en puissance, c'est-à-dire que ceux qui n'ont jamais fait de ticket, au bout de 15 mois, la moitié de l'échantillon analysé est parti, alors qu'il a fallu 89 mois pour ceux qui ont déjà ouvert des tickets. Donc la différence est quand même considérable entre les deux.
Quatrième point, c'est le churn par rapport à la taille de l'organisation, c'est-à-dire en fonction de la taille des clients que vous avez en face. Là, en fait, c'est assez intéressant de voir que au-delà de 100 salariés, donc que ce soit du coup le groupe 100-500 ou le groupe 500 salariés et plus, on est sur des chiffres qui sont relativement proches. En revanche, sur ces deux échantillons, on a des chiffres qui sont très différents des entreprises de moins de salariés sur lesquelles on a une propension de churn qui est nettement plus élevée. Ça s'explique par pas mal de phénomènes, notamment les boîtes les plus petites sont les boîtes qui potentiellement sont les plus fragiles financièrement. Les boîtes les plus petites sont celles qui sont le plus susceptibles à un moment de rationaliser les outils et donc du coup d'en couper certains au moment où elles vont commencer à mettre en place un petit peu plus de process. C'est les plus susceptibles de se faire racheter. Et si je me fais racheter par une boîte qui a telle solution, probablement que je vais prendre la solution de la boîte qui m'a racheté, etc. Donc il y a différents facteurs qui permettent d'expliquer cette variable. Néanmoins, même en l'ayant en tête et même en ayant également fait ce constat de notre côté, voilà, où ça paraît très réaliste, j'aurais pas imaginé que les chiffres soient autant si différents entre les moins de 100 et les plus de 100 salariés. Donc voilà pour cette quatrième statistique. Donc pareil, voilà, si on regarde sur la Half-Life, vous voyez que voilà, sur les cohortes de 100 à 500 salariés, 500 salariés et plus, voilà, les chiffres sont à peu près les mêmes, mais globalement très différents, presque 5 fois supérieurs aux chiffres qui concernent les entreprises de moins de 100 salariés. Cinquième stat qui m'a interpellé, c'est le niveau de churn par rapport à des remises qui auraient été accordées. Donc les remises, ça peut être des remises qui ont été effectuées au niveau de la signature, donc en newbies au niveau du commerce, ou ça peut être des remises qui ont été accordées par la suite lors d'un renouvellement ou en cours de contrat. Et là, pareil, j'allais dire, ça fait un peu écho, je pense, avec des idées qu'on a un peu tous, c'est-à-dire que les clients qui réclament sans arrêt des remises, qui sont tout le temps en train de vous expliquer que votre solution est trop chère, que quand même les temps sont compliqués, etc. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que un client qui est tout le temps en train de discuter du prix avec vous et de vous challenger sur le prix, encore une fois, en newbies ou durant la vie du contrat, en fait, c'est un client qui à tort ou à raison, ne perçoit pas la valeur de votre solution, on ne tire pas suffisamment de valeur de votre solution. Et donc, clairement, c'est des clients qu'il faut arriver à faire pivoter. Mais le sujet dont il faut parler, c'est pas le prix, c'est la valeur qu'ils vont percevoir de votre solution, la valeur qu'ils vont tirer de votre solution. C'est comme ça que vous arriverez à les faire pivoter, parce qu'en tout cas, les chiffres le montrent. Vous aurez beau faire des discounts, et plus vous ferez des discounts, globalement, plus vos clients auront tendance à churn. Et pareil, enfin, je veux dire, d'expérience, ceux qui l'ont fait le voient. On fait des discounts, si on en fait à un moment pour la signature du contrat, on aura la même discussion au moment du renouvellement et on l'aura au niveau du renouvellement de l'année suivante. En fait, d'une part, ça donne des mauvaises habitudes. Et en fait, ça déplace je trouve, le curseur et l'attention du client sur une problématique de prix, alors que lui, en fait, ce qu'il devrait essayer d'atteindre, c'est surtout d'atteindre ses objectifs et se concentrer un petit peu moins sur ce qu'il paye d'abonnement tous les mois. Donc voilà. Donc en tout cas, les chiffres le montrent. La réponse contre le churn, c'est pas forcément la remise. Et habituer vos clients à des remises, c'est en tout cas pas une bonne pratique pour lutter contre le churn. Même stat, version half-time, donc half-life, pardon. Donc on le voit bien, hein, on passe de 12 mois de half-life pour les clients qui ont déjà eu des discounts à 19 mois pour ceux qui n'en ont jamais eu. Donc on doit avoir un écart de 1,8 entre les deux, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même très significatif. Vous avez beaucoup plus de clients avec des discounts qui churn et qui churnent plus vite que ceux qui n'ont pas de discount.
Sixième stat, c'est churn versus les trials, donc le fait d'avoir des offres d'essai gratuites de vos produits. Donc là, on voit qu'il y a un léger impact, c'est-à-dire que globalement, les clients qui ont bénéficié de trial ont un churn qui est légèrement supérieur à ceux qui n'en ont pas bénéficié. En tout cas, moi, quand je vois ces courbes-là, je trouve que le la corrélation, en tout cas la différence entre les 2 est pas extrêmement marquée. D'autant qu'on pourrait rajouter une notion, c'est qu'il y a certains types de produits, qui se prêtent à des trials et d'autres qui s'y prêtent pas. C'est-à-dire que concrètement, des solutions complexes, ça n'a aucun sens de proposer des trials. Donc les trials s'adressent plutôt à des solutions simples. Donc là, je pense qu'il y a un petit biais potentiel, c'est-à-dire que forcément, on a un petit peu plus de solutions simples, moins engageantes à tout point de vue, contractuellement ou en termes d'investissement financier, qui sont surreprésentés dans les boîtes qui font des trials versus ceux qui n'en font pas. Donc voilà, donc c'est un indicateur, je trouve, à prendre avec un petit peu de distance, mais en tout cas, voilà, ça renvoie une information malgré tout sur la corrélation entre le churn et derrière le fait de faire des trials ou pas. Donc, si on regarde sur la half-life, voilà, la différence entre les deux échantillons est pas si flagrante. Ceux qui n'ont jamais bénéficié de trial ont une half-life de 16 mois, donc une durée médiane de 16 mois, contre 13 pour les autres. Donc, à mon sens, c'est pas significatif. Et encore une fois, on parle pas des mêmes solutions, donc c'est pas, de mon point de vue, du tout un encouragement pour arrêter les trials si vous en faites déjà. Voilà. Mais en tout cas, juste une indication chiffrée, voilà, qui peut en tout cas étayer votre stratégie et votre politique tarifaire. Septième stat, c'est et ça devrait vous intéresser côté Customer Success, c'est la corrélation entre le churn et le fait qu'il y ait déjà eu ou jamais eu d'upsell sur un compte. Et là, c'est pareil. En fait, on voit bien, hein, il y a souvent des sujets comme ça. On a fait un webinaire dédié autour de la valeur du Customer Success, comment démontrer le ROI du Customer Success. Bon, voilà, s'il y avait encore un doute sur le fait que le Customer Success ait un impact sur le churn, et ben là, c'est assez clair. C'est-à-dire que un client à qui on a réussi à démontrer de la valeur, qui du coup a upsellé, et ben les clients qui ont upsellé sont des clients qui restent plus longtemps. Voilà, les chiffres sont assez clairs sur le sujet. Et si on regarde du coup sur la half-life, on voit voilà, que les clients qui n'ont jamais été upsellés, ben, la moitié de l'échantillon, au bout de 2 ans, donc 24 mois, sont partis. Ceux qui ont déjà été upsellés partent en valeur médiane au bout de 73 mois. Donc l'écart est de 1 à 3. Donc c'est hyper important. Globalement, ça veut dire qu'un client qui stagne, un client qui, durant toute la vie de son contrat, a jamais pris une licence supplémentaire, a jamais upgrade sa licence, a jamais acheté une feature premium ou quelque chose comme ça, globalement, a une probabilité de churn qui est beaucoup plus élevée qu'un client qui a, voilà, ne serait-ce qu'à un moment, acheté une licence supplémentaire au cours de son contrat. Clémentine qui demande est-ce que la notion de half-life pourra être réexpliquée? Ouais, en fait, pour l'expliquer, donc la half-life, si on prend là toutes les sociétés qui ont été analysées qui n'ont jamais fait d'upsell, en gros, cette notion de half-life, ça veut dire qu'au bout de, ici, 24 mois, la moitié des sociétés qui n'ont jamais upsellé, qui n'ont jamais été upsellées, sont partis. Donc il y a 50% de l'échantillon qui s'est désabonné au bout de 24 mois ou moins. Okay, donc c'est la valeur médiane au bout de laquelle l'échantillon s'est désabonné. Et donc, si on fait la grille de lecture sur ceux qui ont déjà upsellé, c'est
au bout de 73 mois, donc 3 fois plus, que j'ai la moitié de mon échantillon qui s'est désabonné versus l'autre moitié qui continue. Euh, et Elsa, tiens, qui pose une question à laquelle on va répondre juste à la slide d'après. Quelle est la corrélation avec le downsell? Eh ben, réponse juste ici. Merci pour la transition. Eh ben, voilà, exercice inverse. Si on regarde effectivement des boîtes qui ont downsell par rapport à des boîtes qui n'ont jamais downsell, eh ben, on voit que celles qui ont downsell, eh ben, globalement, restent dans le temps plus fidèles et donc ont un churn moins important que celles qui n'ont jamais downsell. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on vous encourage à aller faire du downsell sur tous vos clients la semaine prochaine. Évidemment, c'est pas l'idée. En revanche, je trouve que le message que ça envoie, c'est de dire qu'à un moment, si vous voyez qu'il y a un client qui a, je sais pas, traverse une mauvaise passe, a des difficultés ou voilà, et a besoin finalement de refaire une démonstration ou a besoin de recalibrer la solution parce que son équipe a baissé, etc. Peut-être que le mieux, c'est de pas le bloquer au terme du contrat, en lui disant non, non, tu as signé pour 15 licences, de toute façon, on changera pas, en plus tu as payé, donc c'est pas la peine d'en discuter. Bah, finalement, s'il demande à réajuster à 10 licences, bah, peut-être que c'est pour le mieux, en tout cas de façon statistique. Il vaut mieux faire ça que finalement lui refuser, être trop rigide dans ses positions et se retrouver avec un client qui va être frustré, qui va churn à la première occasion, que finalement un client à qui on a pu, pardon pour l'expression, un peu lâcher la bride contractuellement et qui finalement va repartir plus satisfait et aura tendance à être plus fidèle. Donc ça, c'est effectivement un KPI qui est intéressant, qui, à titre personnel, m'a également surpris. Donc merci Elsa pour la question. Et du coup, si on regarde cette fameuse notion de Half-Life, et je vois que Tom d'ailleurs est avec nous, et c'est effectivement toi qui en avais parlé sur un webinaire précédent, de cette notion de Half-Life. Là, pour cette notion de downsell, ben voilà, on voit que ceux qui n'ont jamais ni downsell ni upsell ont une durée de vie qui est globalement une Half-Life qui est 2 fois inférieure à ceux qui ont déjà downsell. Donc voilà pour la 8e stat. 9e stat, je dirais un petit peu plus intuitive celle-ci, mais qui vaut le coup, je pense, d'être partagée, c'est la corrélation entre le churn et le fait qu'un client paye en annuel. Donc là, je vais dire évidemment, ceux qui payent en annuel ont une propension plus grande à rester des clients fidèles, hein. Là, on le voit bien, c'est la courbe verte qui est très significativement au-dessus de la courbe en bleu. C'est-à-dire, voilà, les clients qui payent en mensuel, voilà, y compris hein, des clients qui payent en mensuel, même s'ils ont un engagement, eh ben, c'est pas tout à fait la même chose quand on est engagé et qu'on a payé ou qu'on est seulement engagé contractuellement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Donc voilà, le paiement annuel, franchement, ça a beaucoup de vertus. En tout cas, pour beaucoup d'éditeurs SaaS, je dis pas que vous devez tous le faire, mais globalement, ça permet quand même de faire rentrer des cash flows dans l'entreprise, ça permet de financer l'entreprise et en plus, derrière, ça montre que finalement, c'est des clients qui sont prêts à être engagés avec vous dans la durée, qui sont prêts à payer pour ça et globalement, tout ce qui est synonyme d'engagement derrière a un impact positif sur le churn. Donc voilà, donc vive le paiement annuel. Voilà. Si on regarde la stat version Half-Life, on voit que ceux qui payent en mensuel ont une Half-Life de 14 mois. Ceux qui payent en annuel ont une Half-Life qui est très largement supérieure avec 88 mois ici. Bon,
Je suis désolé de vous abreuver comme ça de chiffres, hein. L'objectif, c'est pas de tous les retenir. Je précise d'ailleurs que vous devriez recevoir la présentation en automatique à l'issue du webinar. Donc voilà, d'ici dans l'après-midi, vous la recevrez. Ce sera pas instantané, mais d'ici 2 heures, vous devriez la recevoir. Donc voilà, donc les chiffres, vous pourrez toujours les revoir. J'aurais peut-être dû dire ça au début du webinar avant que vous preniez des notes et des screenshots. Euh, voilà, pour moi, l'idée en tout cas, c'est pas de dire voilà que ces chiffres sont à prendre forcément au pied de la lettre, ni que vous les connaissiez par cœur, mais en tout cas, je trouve que ça montre des tendances qui sont intéressantes à garder en tête et dont vous pourrez vous servir derrière dans votre stratégie Customer Success et votre stratégie d'entreprise. Dixième stat, qui rejoint un petit peu la précédente, c'est la corrélation churn avec le fait de payer des frais de setup ou pas. Ça rejoint un petit peu cette idée de est-ce que je suis prêt à commit annuellement, est-ce que je suis prêt à payer voilà, est-ce que je suis prêt à payer en annuel, est-ce que je suis prêt à m'engager sans passer par un trial. Globalement, ça montre finalement que quand j'ai des frais de setup, ben, je suis nécessairement un petit peu plus engagé et peut-être un petit peu plus proactif que finalement quand la solution m'est offerte, que je suis en trial, que finalement ça me coûte rien et comme on dit, ce qui ne coûte rien n'a pas de valeur. Donc voilà, donc les frais de setup, ça permet de matérialiser la valeur de l'accompagnement qu'on met derrière, le travail qu'il y a derrière. Ça permet de faire en sorte que le client soit aussi bien conscient voilà, du prix et de la valeur qu'il met dans son setup. Encore une fois, c'est des enseignements généraux. Ça ne veut pas dire que si vous avez aujourd'hui des solutions en self-service avec du trial, on vous conseille, avec des free trial, on vous conseille de mettre des frais de setup. Pas du tout. Encore une fois, voilà, c'est une sorte de règle générale qui est intéressant d'avoir en tête. Mais voilà, globalement, plus mon client est prêt à s'engager, à payer du setup, à pas négocier de discount, à pas faire de trial, à pas faire machin, plus il aura une propension derrière à rester client pendant longtemps. Toujours pareil, si on regarde au niveau de la half-life, on a un écart qui est pas colossal, ou en tout cas moins significatif qu'on a pu le voir sur d'autres statistiques, mais qui néanmoins passe de 13 mois pour ceux qui n'ont pas payé de setup à 17 mois pour ceux qui ont payé des frais de setup. Donc voilà, intéressant à garder en tête. Donc si c'est justifié que vous preniez des frais de setup, n'hésitez pas à le faire. Voilà, ça permettra peut-être de trier en amont quelques clients qui de toute façon n'auraient jamais vraiment été engagés sur votre solution. Et dernier point, sur la partie onboarding, alors là c'est une stat qui est pas issue de l'étude dont sont sortis tous les autres chiffres que je vous ai présentés, c'est l'impact du churn versus la durée d'onboarding. Et ça c'est une stat qu'on avait aussi relayée sur notre blog à un certain moment, mais on voit, alors je crois que là on est sur un échantillon qui était un échantillon plus réduit, donc encore une fois, c'est pas forcément à extrapoler exactement en l'état, mais ça montre bien quelque chose en tout cas, c'est que les clients qui n'atteignent pas un seuil d'utilisation minimal dans un délai court, en l'occurrence c'était 10 jours dans ce cas-là, mais peut-être que chez vous c'est pas 10 jours, mais en tout cas ceux qui n'ont pas atteint un seuil d'utilisation minimal assez rapidement vont churn dans des proportions très largement supérieures au fil des années. Donc là c'est ce que vous voyez, la courbe bleue c'est des clients qui ont réussi finalement à s'onboarder et à atteindre une utilisation minimale d'une solution assez vite. Donc vous voyez finalement une courbe avec un churn qui reste relativement faible puisque j'ai quasiment j'ai 88% de mes clients qui sont encore clients au bout de 48 mois, donc au bout de 4 ans, alors que au bout de 4 ans, ceux qui en fait n'ont pas réussi à amorcer un usage de la solution assez vite, on churn à 95%. Donc, encore une fois, l'échantillonnage n'est pas le même, c'était pas du tout sur les mêmes volumes de données, mais je pense que l'idée reste, c'est-à-dire que quelle que soit la solution que vous vendiez et que votre onboarding dure 10 jours ou qui dure 3 mois, globalement, ce qui est important, c'est que votre
clients atteignent rapidement un premier niveau de valeur avec votre solution, un premier niveau d'usage, un premier niveau de valeur. Et c'est ça derrière qui permettra aussi de construire des clients fidèles. Donc voilà, moi, les chiffres que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses et que c'est des chiffres qui vous ont intéressé. Je vais regarder du coup s'il y a des questions, puisque j'en ai vu passer quelques-unes, mais j'y ai pas forcément toujours répondu. Donc, Tom, donc tu précisais ce qu'était la notion de Half-Life. Merci. Raphaël, sur la stat numéro 6, la Half-Life est courte pour les deux cas. L'échantillon n'a pas l'air du tout le même que pour la numéro 1. Comment cela s'explique-t-il? Donc la 6, c'était, hop, qu'on revienne là-dessus, c'était par rapport au trial. Moi, globalement, hein, Raphaël, c'est un peu ce que je disais dans l'explication. Moi, j'ai tendance à considérer qu'on ne peut pas tirer de conclusion pour le coup sur cette stat-là en disant qu'il vaut mieux éviter les trials. Je pense que c'est réellement à voir au cas par cas en fonction du type de produit que vous commercialisez. Et c'est une question que vous devez voilà, regarder en interne. En tout cas, pour moi, cette statistique ne permet pas de dire que les free trials sont forcément quelque chose à éviter. C'est vraiment à voir au cas par cas parce qu'effectivement, encore une fois, la différence n'est pas très importante entre les deux. Et surtout, il y a une différence, à mon sens, entre ce qu'on appelle un biais d'échantillonnage, c'est-à-dire que dans ceux qui font des free trials, il y a des boîtes qui sont susceptibles de faire des free trials, qui proposent des solutions simples sur lesquelles les onboardings sont simples, etc. Alors que des solutions complexes ne peuvent pas faire de free trial parce qu'il y a des onboardings complexes, des montées en compétences complexes, de la formation, etc. Donc pas de free trial. Donc là, on compare pas tout à fait les mêmes solutions. Donc voilà. Donc à voir pour moi au cas par cas. Raphaël qui demande si on peut revenir sur la stat numéro 1 et comment l'analyser. Eh ben, la stat numéro 1, c'est l'impact du NPS sur le churn. Ça veut dire que ici, la durée moyenne d'un client qui a un NPS de 10 est de 46,9 mois. C'est la barre qu'on voit tout en haut. OK. Ceux de 9, c'est 44,9. Et si on descend tout en bas, ceux qui ont des NPS de 0, c'est leur durée de vie moyenne, elle est de 43,8 mois. Donc, autant dire qu'il n'y a quand même pas un écart très, très important. Donc, en fait, là, ce qu'on voit, la longueur des barres, c'est la durée de vie moyenne d'un client. Donc, on voit finalement que cette durée de vie moyenne, elle varie en fait très, très peu. En fonction du niveau de NPS qui est attribué par un compte. Donc, ensuite, je vois qu'il y a des questions sur la méthodo, les tailles d'échantillons, etc. Ce que je vous propose pour ces questions-là, c'est vraiment de vous reporter à l'étude initiale pour regarder quelles sont les précisions qui sont apportées sur la taille d'échantillon. En fait, la boîte qui a fait ça, qui a produit ce rapport, est une boîte qui fait énormément de statistiques sur le churn. Donc, c'est ce que je disais en introduction. L'échantillon n'est pas forcément exactement le même sur chacune des slides. En revanche, c'est une boîte qui, évidemment, quand elle fait ses stats, fait en sorte d'avoir des échantillons qui soient suffisamment représentatifs pour que les stats soient significatives. Donc, le mieux, je pense, c'est que dans ces cas-là, vous reportiez à l'étude centrale pour voir quels étaient les échantillons analysés exactement. Écoutez, en tout cas, merci à tous pour vos questions et pour votre participation. S'il y a des questions ou des points que vous souhaitez creuser, je vous propose qu'on voit ça en dehors du webinar, plutôt en one-to-one. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous reporter au rapport d'origine que je remets ici et que vous pouvez télécharger pour avoir plus de précision.
Bah, écoutez, merci beaucoup et puis, une dernière chose tant que vous êtes là, j'en profite pour vous parler, de notre prochain, webinar. Je vous envoie, le lien sur le chat. Notre prochain webinar, ce sera: «Comment générer plus de leads grâce au referral?» Donc comment est-ce qu'on peut se servir de ses clients, de témoignages clients et cetera, pour, finalement faire plus de business. Donc on accueillera, un spécialiste du sujet, voilà, que j'aurai le plaisir d'interviewer. Donc c'est le mois prochain, n'hésitez pas à vous inscrire, on sera ravis de vous accueillir à nouveau. Bah, merci à tous et puis je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis au mois prochain. Au revoir.